Bienvenue sur Quoi dans mon assiette. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut étudier l'évolution d'une épidémie. Donc moi, je suis de formation épidémiologiste et je vais tenter de vous expliquer comment ça fonctionne. Tout le monde cherche à savoir quand est-ce que l'épidémie va s'arrêter, quand est-ce qu'on va sortir du confinement, mais pour le moment, c'est vraiment compliqué de répondre à ces questions. Et l'épidémiologie va essayer d'apporter quelques réponses à travers de la modélisation mathématique. Les modèles épidémiologiques permettent d'avoir un éventail de possibilités par rapport à l'avenir, mais ce ne sont pas des boules de cristal du tout. En général, les modèles ne sont pas très bons pour faire des prédictions très exactes à plus de 1 ou 2 semaines. Exemple de cette publication dans le journal The Lancet, et quand on regarde le graphique, on voit qu'elle prédisait un pic d'incidence du Covid-19 en avril ou mai à Wuhan. Au final, ça s'est avéré faux puisque c'est arrivé beaucoup plus tôt. Alors, pourquoi ces modèles semblent se tromper? En fait, un modèle, c'est une simplification de la réalité. Théoriquement, certains sont faux, mais certains restent utiles pour prendre des décisions politiques. Donc, on utilise les données sur le nombre de cas, l'évolution du nombre de décès afin de calibrer ces modèles épidémiologiques. La simulation, c'est également une fonction assez importante en épidémiologie. Ça permet de voir comment nos actions peuvent influencer l'évolution de l'épidémie. C'est qu'il y a certaines personnes qui se sont amusées à faire un modèle exponentiel pour modéliser l'évolution de l'épidémie. Donc c'est un modèle un peu trop simple pour modéliser une épidémie. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est caractérisée par le fait que le nombre de cas évolue pendant une période d'été de temps de façon proportionnelle au nombre de cas déjà atteints à un moment donné. Donc c'est une fonction qui croît beaucoup plus vite qu'une fonction linéaire, comme x égale y. En général, c'est qu'en début d'épidémie qu'on peut modéliser un début de croissance par une exponentielle. Il y a un article récemment qui a montré que même dans certains pays, on a plutôt une croissance sous-exponentielle, voire de fonction puissance. Donc c'est pas toujours le cas. Et donc c'est plutôt une approximation de dire tout le temps que la croissance est exponentielle. En effet, l'évolution d'une épidémie dépend de plein de paramètres comme des facteurs environnementaux, le climat, la pollution peut-être, également la structure sociale des individus avec la densité de population, le taux de transmission et de contact, si on met en place des actions de distanciation sociale par exemple, également le statut de l'individu et de l'agent pathogène. Les modèles épidémiologiques essayent de répondre à trois grandes questions. C'est comment le virus va se diffuser, comment l'épidémie va-t-elle évoluer et est-on en présence tout simplement d'une épidémie. Ces modèles épidémiologiques peuvent être de deux grands types, soit à l'échelle des populations ou soit à l'échelle individuelle. L'épidémiologie compartimentale va prendre une population et la diviser en différents groupes qu'on va appeler compartiments. On va ensuite étudier les flux entre ces compartiments avec des équations différentielles. Les chercheurs Kermack et McKendrick ont proposé un premier modèle appelé SIR en 1927. Donc c'est un modèle S pour les individus susceptibles ou sains, susceptibles d'attraper la maladie, I pour les individus infectés et R pour les individus qui ont soit guéri, soit décédé. Donc c'est un des modèles les plus simples en épidémiologie compartimentale. Ces flux en fait représentent un changement d'état. C'est par exemple la probabilité bêta qu'un individu sain devienne infecté ou qu'ensuite les individus infectés guérissent avec une probabilité gamma. Pour le Covid-19, la fraction de personnes susceptibles d'attraper ce nouveau virus est de 100% puisque personne n'est immunisé. On pourra donc approximer l'évolution du nombre d'individus par une fonction exponentielle. D'où le fait qu'en début d'épidémie, on ait une croissance qui ressemble à une exponentielle ou qui est exponentielle. Ensuite, l'évolution du nombre d'individus infectés va s'infléchir puisqu'on aura de moins en moins d'individus susceptibles d'être infectés, puis certains vont guérir et ne pourront pas être réinfectés. On peut rendre plus réalistes ces modèles en ajoutant par exemple différents états, donc des nouveaux compartiments comme le compartiment E pour les individus exposés, donc qui sont infectés mais pas infectieux. Donc ça prend en compte cette période d'infection et de latence. On peut également rajouter un compartiment de quarantaine, mettre l'évolution, les flux de décès en plus dans les modèles. Ça peut vraiment se complexifier afin de coller un peu mieux à la réalité. Ce sont des modèles dits déterministes et la plus grande difficulté de ces modèles sera d'estimer les paramètres, donc ces fameux bêta, gamma. Comment on va les estimer? Ce sera à partir des données observées en temps réel ou dans un autre pays. Par exemple, pour nous, c'était la Chine. Les modèles permettent par exemple d'estimer le taux de reproduction de base. Le taux de reproduction de base, appelé R0, représente le nombre de cas secondaires produits
par un individu infectieux dans une population entièrement susceptible. Ce R0 dépend de la probabilité de transmission, du taux de contact et de la période de contagion. Le lavage des mains ou les équipements de protection permettent de diminuer la probabilité de transmission. L'isolement des malades ou la fermeture des écoles ou le confinement permet de diminuer le taux de contact. Ça permet donc de contrôler et de prévenir de l'épidémie. Ces modèles ont également une autre limite qui est de ne pas prendre en compte l'apparition d'événements aléatoires. Par exemple, on sait que pendant l'épidémie du SRAS en 2002-2003, on avait certains individus qui étaient des super personnes infectantes, qui avaient un très haut potentiel de contagion. Les modèles stochastiques permettent de prendre en compte ces événements aléatoires au cours du temps. Une hypothèse importante dans ces deux types de modèles, c'est que la population est dite homogène. Tous les individus infectieux peuvent infecter un individu sain d'une population donnée avec la même probabilité, ce qui n'est en fait pas forcément vrai dans la réalité. La transmission d'un agent pathogène dépend du taux de contact, du comportement de l'individu. Par exemple, un individu qui utilise souvent les transports en commun aura sans doute plus de chances d'être infecté et infectant qu'un individu qui prend sa voiture, qui va à l'encontre des hypothèses des modèles SIR ou même des approches stochastiques. On va donc s'intéresser à la théorie des réseaux. Donc un réseau, c'est un graphe, c'est un ensemble de nœuds connectés par des liens. Dans le quotidien, on trouve des réseaux un peu partout. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux comme Facebook, les nœuds sont des individus et les liens sont les connexions Facebook entre eux. Un autre exemple en biologie, c'est par exemple les réseaux de neurones, où les nœuds sont des neurones et les axones sont les liens. Dans notre cas, la théorie des réseaux va permettre de modéliser la structure sociale des individus par laquelle l'épidémie se propage. Chaque individu dans le réseau va représenter un nœud et le lien va être représenté par la possibilité de transmission du virus, par exemple une probabilité d'infection. Il existe différents types de réseaux. Ici, j'ai tracé deux réseaux avec 10 nœuds chacun. Ça représente 10 individus reliés entre eux. Intuitivement, on remarque que si un individu, un point rouge, est infecté à gauche, le reste des individus sera plus rapidement infecté que dans le réseau à droite. Il faudra 2 étapes à gauche pour avoir toute la population infectée et 6 étapes à droite. Diminuer le nombre de connexions permet donc de ralentir la progression du virus, et ça peut être fait par des mesures de distanciation sociale. Un autre effet important dans les réseaux, c'est le clustering, la façon dont sont regroupés les individus. Si cette fois on compare les ronds à des villes avec des individus infectés, à gauche, si une première ville est infectée, les autres villes de la région seront également sans doute infectées, mais si on décide de couper un des liens en fermant par exemple un aéroport, donc en fermant un rond, cela va empêcher la propagation vers d'autres villes plus éloignées dans un réseau de type étoilé. Alors que dans le réseau à droite, cette approche ne fonctionnera pas et la propagation continuera. La forme du réseau est essentielle. À gauche, on a un réseau en forme d'étoile et à droite en forme un peu d'escargot. Dans le réseau en forme de carrefour à gauche, on a un point qui est central et qui est critique parce que s'il est contaminé, tout le reste du réseau sera également contaminé. Il est donc essentiel de le surveiller et le mettre en isolement si cet individu est contaminé, afin qu'il ne contamine pas les autres. Dans une configuration en forme d'escargot, la propagation s'effectuera beaucoup plus lentement et pourra être stoppée en bloquant une chaîne de transmission. C'est important de noter que dans le monde réel, la population n'est pas répartie uniformément dans l'espace, mais elle est plutôt regroupée sous forme de sous-populations, plus ou moins agrégées, plus ou moins homogènes et plus ou moins reliées entre elles. On va partir sur des modèles de métapopulation. Au sein de ces sous-groupes de population, on va faire de la modélisation de type SIR et on va également modéliser sous forme de réseau le déplacement des individus entre ces sous-populations. Science a récemment publié un modèle de ce type qui mêle ces différentes approches, qui est assez complexe mais sans doute plus réaliste. On a vraiment une grande diversité de modèles et de possibilités pour modéliser une épidémie. Ça va du plus simple à des modèles beaucoup plus compliqués, mais ils reposent tous sur des hypothèses. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête et qu'un modèle également, ce n'est pas une boule de cristal, c'est pas forcément la réalité. Et c'est pourquoi c'est vraiment compliqué de faire des prédictions justes. L'évolution d'une épidémie dépend de plein de paramètres. On ne pourra pas prendre en compte tous ces paramètres dans les modèles, d'où le fait qu'on a toujours une marge d'incertitude, mais ça permet d'aider à prendre des décisions ou de voir par exemple l'influence d'un isolement, du traçage des cas, de la mise en quarantaine, de voir comment dans les simulations ça permet de faire
diminuer, d'aplatir la courbe épidémique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai également écrit sur mon blog quoidansmonassiette.fr, malgré le nom, 4 articles sur le coronavirus ainsi qu'un question-réponse grand public qui approfondit un peu ces notions que je vous ai présentées brièvement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter ou à ma page Facebook. À bientôt!